Le trésor des loyaux samouraïs, ou les 47 Ronin, d'après les anciens textes du Japon, par G. Soulier de Morand. Liminaire. Les aventures des 47 Ronin ne sont pas une légende, mais un fait historique que l'imagination populaire s'est plu à embellir. Les annales du Japon rapportent les épisodes essentiels de ces tragiques événements et la mort des héros le 4 février 1702. Les familles montrent les reliques de leurs glorieux ancêtres. Des pèlerins innombrables visitent sans cesse les tombes sacrées, rangées autour du monument funéraire du prince Denya, leur daimyo. Ces tombes m'avaient spécialement frappé par le culte exceptionnel qu'elles reçoivent. Elles sont situées près de Tokyo, à 6 kilomètres à peine au sud du palais impérial, le long de la grande route du Tōkaidō, la voie de la mer orientale, dans le district suburbain de Taikainawa, la corde haute. Du rivage où susurrent éternellement les eaux bleues de la baie devant laquelle les chars de feu passent en grondant sur leurs ornières d'acier, le terrain au-delà de la grande route bordée de maisons basses ondule en collines douces, couvertes en cet endroit de grands pins verdoyants aux branches tordues et rouges, où la brise fait inlassablement passer le murmure apaisé de la mer. Du sommet, à travers les arbres, se voit au loin les toits grisâtres de la capitale, l'étendue changeante de la baie
et les ondulations argentées de la Sumida sur le fond verdoyant de la plaine. Le haut portail de l'enceinte, une fois dépassé, les pierres verdies d'un large escalier montent sous le portique écarlate des Torii, repos des oiseaux, jusqu'au temple de Sengakuji, la perception du cercle, auquel est confiée la garde des lieux sacrés. Dans le silence du parc entourant le monastère, la lumière tamisée de la haute futaie jette une dentelle mouvante sur les stèles basses qui se dressent sans ordre, déjà rongées d'un lichen d'or, et l'ombre douce, depuis 2 siècles, est toujours piquetée par les petites flammes dansantes des cierges votifs que les pèlerins renouvellent sans interruption sur les tombes. Là, chaque jour, les pieux promeneurs en kimono fleuri, accompagnés de leurs familles vêtues d'étoffes aux vives couleurs, vont d'un monument à l'autre, évoquant entre eux ou racontant à leurs enfants les exploits et la vertu de chacun des Ronin et se grisant d'héroïsme. De cet héroïsme japonais, Yamato Damashi, plus enthousiasmant que la liqueur la plus forte. Ainsi, les morts héroïques, pareils sur leurs collines à quelques volcans toujours en flammes, entretiennent parmi la nation le feu étincelant de l'honneur, le Bushido, la voix du samouraï, qui brûle au cœur de tout japonais, et grâce auquel l'empire du soleil levant, seul en ceci dans l'histoire, doit de n'avoir jamais été envahi ni vaincu, et de triompher aussi bien dans les arts de la paix que dans ceux de la guerre, dans la vie familiale que dans les relations internationales. Pour qu'un peuple forgé de tels sentiments adresse un culte spécial aux 47 samouraïs, il faut que ces braves, dans leur loyauté, se soient montrés d'une bravoure exceptionnelle. Il convient de signaler ici que l'héroïsme japonais n'existe pas tellement dans la vie militaire par les combats et la victoire par violence sur autrui, que dans la vie civile par l'accomplissement de son devoir et par la victoire sur soi-même. Le Bushido est une règle de hauteur morale qui s'adresse aux femmes et aux enfants autant qu'aux hommes, en sorte que si l'aventure des Ronin est célèbre, c'est bien parce que chacun des leurs s'est conduit noblement, mais c'est aussi parce que tous ceux qui les secondèrent ont déployé les vertus les plus nobles et les plus hautes dont l'humanité puisse s'honorer. Le maréchal Nogi, le grand vainqueur de la Russie, s'est suicidé en 1912 à la mort de l'empereur Meiji Tenno, en évoquant dans son testament la loyauté des Ronin et en répétant leur dicton. Un samouraï ne sert pas 2 maîtres. L'histoire des 47 forme un bouquet choisi de toutes les fleurs d'héroïsme que porte avec tant de fécondité cette terre de braves. Chaque épisode est une illustration d'une règle du Bushido. Mère, épouse, enfants, époux et parents y montrent comment, en face du devoir essentiel de l'heure, les devoirs secondaires et les sentiments les plus profonds doivent courageusement céder afin que l'œuvre s'accomplisse, et que l'injustice soit chassée de la terre. L'âme japonaise s'épanouit là dans son idéal le plus élevé. Les grands traits de l'histoire des Ronin se trouvent mentionnés dans toutes les annales japonaises, mais la vie particulière de chacun des braves, depuis l'année 1798, où la dispersion du clan Denya fit d'eux des Ronin, prononciation japonaise des 2 caractères chinois Langzhen, qui signifie homme sur les vagues, est encore connue par des mémoires, des récits de contemporains, des traditions familiales où la vérité stricte n'est cependant pas toujours sauvegardée. Les motifs des actions donnent lieu à bien des suppositions. Les événements secondaires, ceux que l'histoire n'a pas fixés, ne sont pas toujours racontés de la même manière. Dans le Trésor des loyaux vassaux, recueil important, on donne jusqu'à 13 versions des mêmes scènes. Les noms mêmes sont parfois intervertis. Dans les innombrables romans ou pièces de théâtre naux sur ce sujet, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre des héros qui occupent le premier plan. C'est que chacun de ces récits est basé sur des documents différents. Les traditions de chaque famille n'étaient pas les mêmes. La légende et l'imagination populaire embellissaient et changeaient bien des détails. Dès lors, l'intérêt de cette légende historique consiste surtout, en dehors des faits certains qu'elle contient, en l'image même que l'enthousiasme japonais s'est créé de chaque personnage. Composant pour ainsi dire un bouquet d'héroïsme, j'ai choisi, dans les publications les plus célèbres, les épisodes les plus souvent répétés, ceux qui, par conséquent, étaient les plus chers au cœur nippon. Quelques-uns sont traduits presque littéralement, sans aucune suppression,
En particulier le suicide de la mère de Hara Mototoshi, tiré du Hiro a Bunko, chapitres 81 et 82. D'autres épisodes sont au contraire adaptés. Ces différents textes originaux étaient trop diffus ou trop concis et demandaient une refonte de plusieurs versions. Nous avons été aidés dans cette tâche difficile par Monsieur Bourgeois, consul de France, auteur de nombreux travaux sur la langue nippone, et par Monsieur R. Martini, ancien attaché naval à Tokyo, qui nous a prêté obligeamment les ouvrages dont nous nous sommes servis. Épilogue, servant de prélude. La sentence condamnant les héroïques samouraïs à se donner la mort, le 4 février 1702, ordonnait au plus jeune, Terasaka Kichiemon, de demeurer en vie afin que les offrandes rituelles fussent régulièrement faites aux esprits des nobles condamnés. Seul l'un des braves était assez héroïque pour que ces offrandes fussent agréables à ses compagnons, et le plus jeune avait été choisi puisqu'il devait normalement vivre le plus longtemps. En fait, Terasaka Kichiemon, qui avait 16 ans en 1702, mourut à l'âge de 81 ans, l'année 1767. La gloire quasi divine qui l'entoura jusqu'à son dernier jour lui attira les hommages de nombreux et fervents admirateurs, dont les mémoires, ou simplement les souvenirs, ont été utilisés par la plupart des historiens. Mais, pour précieux que soient ces mémoires, ils parlent tous presque uniquement du héros survivant, car bien rares étaient les visiteurs auxquels Terasaka daignait parler de son passé. Le héros, pourtant, admit comme confident un jeune marchand de soieries du quartier de Shiba, en Yedo, nommé Odagiri Kanesada, et ce dernier, se rendant heureusement compte de la faveur insigne dont il était l'objet, notait avec soin tous les enseignements de celui qu'il considérait comme une divinité. Comme il l'écrit lui-même, « Rien ne saurait égaler, pour convaincre, ce que les yeux voient et ce que les oreilles entendent. C'est pourquoi, chaque jour, je notais avec piété les récits que mes oreilles entendaient, afin que mon témoignage demeurât quand ma voix défaillante serait pour toujours éteinte. » Ce jeune marchand, de nature exaltée, achevait ses études vers le temps où Terasaka Kichiemon s'inclinait vers la tombe. L'univers retentissait encore de la gloire récente des 47. Tous les jeunes gens rêvaient d'égaler les héros par quelques traits magnifiques de dévouement et de courage. Mais les seuls sacrifices qu'ils pussent faire étaient ceux, d'ailleurs fort difficiles, qu'exige la vie de famille et les relations sociales. En un 5e jour de la première lune, date anniversaire de la mort des braves, il résolut d'assister à la cérémonie annuelle. Son manuscrit dépeint en quelques mots le mouvement de la grande route du Tokaido, à cette époque. Les caravanes couvertes de poussière arrivant de villes lointaines. Les voyageurs quittant la capitale, chargés de bagages, chantant gaiement dans la fraîcheur ensoleillée de la claire matinée yémale. Comme les pèlerins modernes, il quitta la grande route au village de Takainawa et suivit le sentier montant sous les grands pins parfumés jusqu'au torii écarlate et à l'enceinte grise du monastère. Une foule respectueuse était rangée autour des tombes piquetées d'innombrables cierges allumés. Le jeune marchand décrit avec beaucoup de vérité le trouble dans lequel le jetèrent le silence attentif des spectateurs, l'ombre froide des pins, les lueurs oscillantes des cierges, l'âme peut-être attentive des morts. Quand il vit le héros lui-même revêtu de son armure bosselée, appuyé sur sa courte lance, suivi de tous les religieux en robe de cérémonie, il courut se prosterner devant lui, le suppliant de l'autoriser à offrir sa vie ce jour-là sur les tombes sacrées pour le plus grand honneur des morts et la plus grande gloire de sa famille. D'après le récit d'Odagiri, il semble bien que le vieux guerrier fut assez ému par cet enthousiasme sincère. Il répondit néanmoins qu'un tel sacrifice ne pouvait s'accomplir valablement dans l'enthousiasme d'un instant, une sérieuse et longue préparation étant nécessaire. La cérémonie terminée, le jeune homme, introduit dans la cellule de Terasaka, fut questionné longuement par le vieillard aux yeux de flamme dans une face d'ivoire. Odagiri plut sans doute, car il fit dès lors de nombreuses visites au monastère, écoutant avec ferveur les anecdotes que le héros lui racontait sur ses compagnons afin d'illustrer son enseignement de l'inflexible honneur, le Yamato Damachi, qui forme l'armature de l'âme nippone. Pour ne rien oublier de ces précieuses paroles, Odagiri notait donc chaque jour les récits qu'il entendait. Bientôt,
Il eut rempli un épais cahier jusqu'à la dernière page. Alors, il pria le héros d'apposer sa signature sur le livre, afin qu'aucun doute ne pût s'élever sur l'authenticité des écrits. Il semble que la lecture de ce manuscrit troubla profondément Terasaka, et hâta peut-être sa fin, car Odagiri rapporte que, dès les premières pages, des larmes roulèrent sur le visage du guerrier, d'amers soupirs gonflèrent sa poitrine. Le jeune marchand, intimidé, se retira discrètement. Le lendemain, quand il se présenta au monastère, le héros était mort. Le chef des religieux rendit au jeune homme son manuscrit dont la première page portait l'inscription suivante. Moi, Terasaka Kichiemon, samouraï d'Enya, ayant reçu du haut seigneur l'ordre de vivre après que tous les autres vengeurs d'Enya se furent donné la mort, j'ai maintenant atteint au dernier déclin de la vieillesse. Tous les événements admirables qui étaient en ma mémoire allaient périr avec moi. Ils ont été transcrits par un homme loyal qui, dans son ardeur, a voulu les faire connaître à l'univers. Ce sont mes paroles mêmes que son pinceau a fixées là pour jamais. Quand les yeux qui ont vu et les oreilles qui ont entendu ne seront plus, son œuvre demeurera pour honorer notre daimyo défunt et les braves qui l'ont vengé. Les cœurs nobles, célébrant nos actions de génération en génération, réchaufferont nos esprits glacés. La loyauté, l'énergie, la droiture fleuriront dans toutes les âmes nippones. Écrit le 20e jour de la 12e lune, pour le pieux et honorable Odagiri Kanesada. Signé Terasaka Kichiemon. Odagiri ayant noté les récits de Terasaka tels qu'il les entendait, c'est la voix même du héros qui, de son propre témoignage, demeure ainsi éternellement vibrante par-delà le tombeau, en dépit des siècles. C'est sa bouche même qui redit ce que ses yeux ont vu, ce que ses oreilles ont entendu. Écoutons donc avec respect son enseignement.